S'il n'y a plus de nation, pourquoi y aurait-il des fonctionnaires? J'adresse donc mes remerciements chaleureux à Thomas Delannoy ainsi qu'à tous ses collègues pour m'avoir invité à présenter devant vous, jeunes étudiants, l'ultime ouvrage de Pierre Legendre. Il s'agit du trésor historique de l'État en France, inventorier la cargaison du navire, tout de rouge vêtu. Il est le fruit d'une méditation longue et intense de son auteur dans les replis de la culture occidentale et de la culture française en particulier. Pierre Legendre faisait souvent précéder sa conférence de la projection d'un film tel que La Flûte enchantée de Bergman. À notre tour, nous allons plonger dans les images qui tiennent une très grande place dans l'œuvre de Pierre Legendre en général et dans le trésor historique de l'État en France, inventorié la cargaison du navire en particulier. Entrons donc dans la cargaison du navire, c'est-à-dire dans le film documentaire Léna, miroir d'une nation. Le film est le texte qui servit à l'écriture du scénario, constitue le tome 4 du coffret qui s'intitule « L'œil de la caméra ». Vont donc vous être projetés 2 extraits de 7 minutes chacun que j'ai sélectionnés à titre d'introduction et pour faire écho aux différents thèmes abordés aujourd'hui après moi. Permettez-moi un conseil. Laissez-vous dépayser. Laissez-vous embarquer et porter par les images. Et soyez attentifs au visage très expressif, toujours filmé avec délicatesse par le réalisateur Gérald Caillat. Place au film et on se retrouve dans 15 minutes. Monsieur le Président! Partout sur la planète se répète l'immuable scénario qui porte le pouvoir. Il faut du théâtre, des rites, des cérémonies d'écriture pour faire exister un État, lui donner forme, en faire une fiction animée. Le fonctionnement de l'État en France suppose la foi en l'administration, une foi de l'espèce catholique. Cette histoire-là a produit un style d'emballage du pouvoir, un mode d'emploi des mots, les mots qui sont partout sur la planète, l'outil premier du gouvernement efficace. Repos. Pays inventeur du mot bureaucratie, la France a une longue mémoire étatique. Ici comme partout, l'État est une apparence. Le mur d'ennui à l'abri duquel s'exerce le despotisme ancestral des paperasses et du guichet est la façade d'un monde féodal indéfiniment modernisé. Mais voici le nouvel âge. Il prêche le gouvernement mondialisé, transparent, guéri de la politique. Il voit les États comme des prothèses d'infirmes. Il veut la grande machine à gérer, scientifique et conviviale, l'idée ultramoderne du pouvoir automate.
l'ENA est le mémorial de la France. Les énarques chapeautent les montages de la vieille bureaucratie patriote. Ils ont en charge d'adapter au temps ultramoderne la bâtisse historique. C'est la période des oraux, donc le président et les membres des jurys interrogent actuellement. Mais voyons, d'ici 3/4 d'heure, je pense pouvoir lui glisser un message. Bon, je crois que nous commençons l'après-midi plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a des connaissances, ce garçon. Oui, il a été bon. Il a été bon, hein, vraiment. Oui, non, ça me paraissait aussi assez beau. Mais il manque un peu de brio quand même. Il est un peu terne, me semble-t-il. Il n'a pas eu de. Il a fallu un peu le pousser et l'inciter pour qu'il sorte disons, d'une réserve un peu excessive à mon goût. C'est un candidat il est vrai, un tout petit peu timide. C'est vrai. Oui. Et puis sur le monde anglo-saxon, là, je l'ai trouvé bien décevant. Oui, le fait qu'il ait au fond confondu le monde anglo-saxon avec le Commonwealth. Oui, Et exclu des États-Unis. Ce qui n'est pas tout à fait. C'est peut-être la grande erreur. Ça, c'est une erreur. Donc, moi, j'irais pas jusqu'à 14. Ah non, 13. Moi, j'aurais mis 13. Oh non, oui, 13,5. 13, pas plus. Minimum 13,5. Ce type est bon. Entre 13 et 13 et demi. J'aurais plutôt annoncé 12 et demi. Alors moi je veux bien 13, un tout petit peu plus de 13, mais 13, 25, ça me paraît le maximum. 13, 25. Vendu. Ça veut dire quoi 59e. Oui. Ouais. Madame Guéraïche-Lebeau, Sophie. Oui, vous êtes admise. Voilà. Bonsoir, madame. Il y avait 1573 inscrits au concours 1998. 900 élèves étaient présents aux épreuves. Il y a eu 110 admis, 55 externes, 44 internes et 11 troisième concours. C'est la mission de l'école que de vous préparer au service de l'État, de vous imprégner des valeurs qui le portent, de vous en faire saisir et valoir la grandeur. J'allais dire la noblesse, mais le mot a été quelquefois brocardé pour en faire une sorte de noblesse d'État, ça n'est pas ce que je veux dire. Les affaires étrangères, c'est un ministère où ils aiment écrire. Ils aiment écrire bien, alors on va vous faire des télégrammes, des notes, on va vous les renvoyer 15 fois avec des corrections stylistiques. Au début, c'est un peu gonflant. Et puis finalement, on apprend à les faire. C'est pas un exercice inutile. C'est pas inutile pour comprendre ce que c'est que ce boulot, c'est-à-dire que vous écrivez des choses qui vont s'accumuler dans des dossiers, ça se construit lentement, mais c'est comme ça que progressivement, en fait, vous allez infléchir la manière dont vos interlocuteurs vont réagir. Alors ça va pouvoir vous surprendre, par exemple, sur un poste donné, de constater qu'il y a un écart énorme entre ce que vous percevez de la réalité sur place, à travers ce que vous lisez, vos rencontres, et ce qu'on vous fait écrire. C'est clair que notre ambassade dans tel pays où il y a brutalement un gouvernement d'infects salauds ne va pas dire brutalement au ministère des Affaires étrangères que oui, c'est un gouvernement répugnant et écœurant avec qui il faut cesser tout contact de manière instantanée, parce que sinon ça va dénoter par rapport à la ligne générale. Donc vous allez voir, c'est au début un petit peu agaçant, cette impression qu'on travaille en petites touches. Mine de rien, c'est pas complètement inutile.
L'autre avantage que ça a pour vous, enfin pour tous ceux qui partent en ambassade, surtout quand on vous fera faire du télégramme, c'est que ça vous apprend à écrire pour la suite de la scolarité. Très souvent, enfin moi c'est le sentiment que j'ai gardé tant en ambassade qu'en préfecture, les moments où on se sent utile, c'est quand on fait des choses qui sont assez prosaïques, qui touchent directement des gens derrière. Vous n'êtes pas dans des structures inhumaines. Vous avez des gens qui seront très humains, qui savent ce que c'est et que c'est important. Vous n'avez pas du tout des monstres froids. Yes, sure. Okay. Okay. Well, it'll be a bit difficult because I'll have to leave for a meeting, but so I'll try to call them back, both of them, because I need to talk to them around 12. Can you just tell them that Benedict called from the French embassy? Donc vous partez demain, Ouais, voilà. Jeudi, vendredi. Alors, à quel endroit? On va remettre à un dispensaire de la Croix-Rouge qui se trouve dans le district de l'Aikipia un ensemble de médicaments qu'on va d'ailleurs donner ce soir à la Croix-Rouge à Nairobi. Et puis à Nakuru, là, ce sera plus une visite tout simplement des branches où ils vont nous présenter un peu leur programme dans le domaine de l'aide d'urgence, dans le domaine sanitaire. Yeah, I guess it's in this building. Not the other one? Let's see, I'll ask this man. So maybe if you can start by explaining me, in your view, how you would characterize the Kenyan institutional system. How would you describe it? Would you say it's a kind of American type or British type or in this? Or our own kind. Yeah. The provincial commissioner will be or is the principal executive officer of the government in that province. Okay. He is in charge of law and order, good government, and tranquility. And? Tranquility, that is peace, yeah, tranquility. Therefore, being the principal executive officer means, in our sense, that he is essentially the coordinator of all the activities of that particular province. Intéressant parce qu'on a pu parler de l'administration provinciale et c'est un des enjeux fondamentaux au Kenya. Enfin, c'est la façon pour le président de contrôler toute l'administration kenyane. Donc, sous couvert de décentralisation, c'est en fait une organisation de l'administration qui permet au président de placer ses hommes dans tous les districts, dans les provinces et en dessous. Et donc, enfin lui, c'est ce qu'il nous a dit, quoi. À demi-mot, sans le dire franchement, c'est ce qu'il nous a dit, en expliquant que cette réforme de milieu des années 80, c'était loin d'être une décentralisation. C'était en fait un renforcement du pouvoir de l'État au Kenya. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui est convaincu que l'État doit rester le plus unitaire possible au Kenya, étant donné l'extrême morcellement ethnique du pays. La France a tout expérimenté depuis sa révolution, les régimes les plus contradictoires, pour aboutir à la République parlementaire. Mais aussi la France a inventé une forme de centralisation qui a modernisé une partie de l'Europe et s'est exportée hors du continent. À quoi servent aujourd'hui ces souvenirs? L'avenir des énarques sur la scène internationale est de parler avec la longue mémoire.
Hello, nice to meet you. Benedicte Grand, I'm from the French Embassy. This is the remotest division which was created after the tribal clashes. Now people have decided to stay together. Then we have a police station which is based here. So in terms of the security, we have more than enough. Everything is now under control. Thank you very much, French government, for assisting us alleviate our problems. Productive. Moja, Billy, Punga, Mugua. Un empire fait toujours retour sur le conquérant. Il lui renvoie l'image qu'il n'attend pas. L'Afrique d'aujourd'hui renvoie au conquérant l'énigme. Bouleversée, rescapée du naufrage colonial, l'Afrique nous tend le miroir, l'éternel instrument des relations humaines. Que fait l'administration française de son image dans le miroir africain? La force d'un lien politique tient au destin des images. Il faut que l'autre nous ressemble. L'ingérence sous toutes ses formes et les propagandes médiatiques sont l'exacerbation de cette vérité. Avec la devise servir sans s'asservir. Could you translate, Miss Legrand? Now, without being a slave. Oops. Without being a slave. That's not bad, yeah. Yes. To serve without being a slave. Je reprends donc la parole. Mon principal objectif cet après-midi est de faire naître en chacun de vous le désir de se plonger dans la lecture du trésor historique de l'État en France, inventorier la cargaison du navire. L'œuvre de Pierre Legendre est immense, comparable à un océan, comme les juristes anciens parlaient de l'Oceano Iuris, l'océan du droit. L'œuvre Océan de Pierre Legendre est exceptionnelle. Nous ne pouvons ni en faire le tour, ni la surplomber au risque de la dénaturer. Elle est indescriptible en son entier, animée d'une force intense, débordante. Pas d'autre solution que de se jeter à l'eau, de lire et relire sans cesse, année après année, ouvrages et articles pour parvenir à adopter, à la suite de Pierre Legendre, un regard nouveau sur l'humain, cet animal parlant que nous sommes chacun. Un regard nouveau sur le théâtre monde dans lequel nous pénétrons dès notre naissance. Un regard nouveau, car à l'écart des découpages disciplinaires ou historiques académiques. Pierre Legendre est l'un des plus grands penseurs de notre époque, comparable et proche d'Alexandre Grothendieck, par la fécondité de ses travaux tournés vers l'écoute attentive et discrète du monde qui nous parle. Cette proximité très profonde du juriste et du mathématicien, j'en ai fait la découverte insoupçonnée cet été à la lecture de Récoltes et semailles, ouvrage autobiographique de Grothendieck. Mon propos se déroulera en 4 temps. J'ai retenu pour vous 4 enseignements majeurs de Pierre Legendre sous la forme d'une boussole et de 3 balises destinées à orienter et faciliter votre navigation dans cette œuvre océan.
Voici la boussole. À titre liminaire, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite m'attarder sur le cadre institutionnel de ma présentation. Réunis à l'Université de Nantes, nous sommes placés comme en deux camps. Sur l'estrade, l'enseignant orateur, et dans la salle, les étudiants auditeurs. Or, qu'est-ce que l'université? C'est l'institution médiévale par excellence, créée pour accueillir tous les savoirs tournés vers l'un, ainsi que l'indique l'étymologie du mot universitas, composé de unus, un, et versus, signifiant dans la direction de. Cette unus, les Grecs l'appelaient aletheia, le dévoilement, terme que les Romains ont traduit par veritas, la vérité, figurée par exemple sur l'emblème de Harvard, la plus vieille université des États-Unis. L'apparence d'une relation duale opposant l'enseignant aux étudiants, le sachant aux ignorants, est trompeuse. D'entrée de jeu s'établit au contraire une relation ternaire entre nous. Nous avons en partage la recherche de la vérité, placée en instance tierce. La vérité qui est en point de mire, la vérité en position transcendantale, est le tiers terme qui nous sépare et qui nous lie tout à la fois. Vous et moi sommes animés par une soif de connaissance, par un même désir, le désir de savoir, inséparable de notre désir existentiel. Ma présentation ne vise pas à vous bourrer le crâne, mais bien plus à vous accompagner sur le chemin de vérité sur lequel chacun de nous est placé. La relation ternaire, au cœur de toute relation humaine, ne se démontre pas, elle se vit. Cette réalité, je l'ai perçue grâce à l'enseignement inimitable de Pierre Legendre, qui a été professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entre 1978 et 1998. Il y enseignait l'histoire de l'État en France et en Europe. Pierre Legendre se distinguait par une érudition époustouflante et une manière d'enseigner hors du commun. Chaque année, rituellement, il annonçait lors de la première séance de son cours optionnel de licence « Voici le sujet de l'examen de fin d'année. Notez la centralisation. » Puis il nous interrogeait « Y en a-t-il parmi vous qui savez lire et écrire ?» Et enfin, comme personne ne se manifestait, il ajoutait avec un brin d'ironie « Il n'y a pas de honte à ça. » De tels propos nous désarçonnaient. La trentaine d'étudiants initialement présentes se réduisait très vite à 5 ou 6. Pour ma part, je suis restée captivée dès le premier cours inoubliable et décisif. Les paroles de Pierre Legendre, entendues le matin à l'université, je les vivais l'après-midi sur le terrain de l'administration préfectorale alors que j'étais jeune fonctionnaire auprès du préfet du Val d'Oise. À ma connaissance, les étudiants assidus à ces cours n'ont plus jamais lâché la lecture ni la rumination de ces très nombreux travaux. Nous avons perçu le caractère vital de sa pensée. Son enseignement universitaire, comme le moindre de ses écrits, touche foncièrement à la vie humaine. Il a révélé ce qu'on appelle en Occident le droit, autrement dit les institutions. Les institutions sont indispensables à la reproduction de la vie humaine. En résumé, pas de vie sans institutions. Telle est la boussole pour aborder l'œuvre Océan. Venons-en maintenant à la première balise tirée du visionnage du film. Les deux extraits
nous introduisent de façon casuistique dans le théâtre étatique français. Avec le premier extrait, nous entrons tout d'abord sur ce qu'on appelle la scène intérieure. Nous pénétrons au Sénat, où se déroule le rituel d'entrée solennelle du président de l'institution, sous le roulement de tambour. Nous entrons ensuite à l'ENA, pour assister à deux autres rituels, le concours d'entrée et l'accueil de la nouvelle promotion par le directeur. Avec le second extrait, nous sommes transportés sur la scène extérieure, c'est-à-dire sur le théâtre des relations internationales. Parler sur la scène internationale s'apprend, comme l'indiquent les exercices d'écriture diplomatique pratiqués à l'ENA. Au Kenya, à Nairobi, une autre séquence est consacrée aux échanges diplomatiques, c'est-à-dire aux conversations diverses, aux relations, et notamment aux relations nouées autour d'un repas organisé par l'ambassadeur de France. J'ai souhaité aujourd'hui vous projeter ces quelques minutes. Pourquoi ? Pour tenter de vous faire saisir le contenu d'une autre apostrophe de Pierre Legendre, déroutante pour les juristes que nous sommes. Pour comprendre le pouvoir, allez au cinéma. Vous imaginez d'autres difficultés à saisir. Cette parole m'est restée longtemps énigmatique, jusqu'à ce que je réalise enfin, personnellement, aidé par ma pratique administrative, je cite, « Il faut du théâtre, des rites, des cérémonies d'écriture pour faire exister un État, lui donner forme, en faire une fiction animée. » Quoi de mieux que le cinéma, l'art des images animées, pour nous faire saisir cette première balise ? La fiction est inhérente à toute création institutionnelle. En résumé, il n'existe pas d'institution sans fiction. Abordons maintenant l'examen de la deuxième balise. Dans le second extrait du film, Pierre Legendre souligne « Un empire fait toujours retour sur le conquérant. Il lui renvoie l'image qu'il n'attend pas. » Cette parole est importante. Pierre Legendre évoque ici la source profonde de la rédaction de son manuel paru en 1968 sous le titre « Histoire de l'administration de 1750 à nos jours » et réédité en 2022 sous un titre nouveau, « Une histoire moderne de l'État monarque ». C'est en Afrique noire islamisée, auprès de son maître nègre Ampateba, que Pierre Legendre a pris la mesure de la singularité de la civilisation occidentale et qu'il y a reçu l'image qu'il n'attendait pas. Ce séjour fut décisif. Désormais, il porterait son regard non plus sur les cultures étrangères, mais sur l'Occident. Parti avec son bagage d'érudit, historien du droit formé par Gabriel Lebras, Pierre Legendre s'est transformé en anthropologue de l'Occident, soucieux de dévoiler ce que l'Occident ne voit pas de l'Occident. L'Occident, en effet, doit se regarder comme un fragment du monde. Telle est la deuxième balise indispensable pour appréhender avec lucidité toute situation internationale, ancienne ou future. Troisième et dernière balise. Rentré d'Afrique à Paris, Pierre Legendre s'est enfermé aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France pour y sélectionner des écrits authentiques de l'administration, regroupés dans le tome 2, « L'État et la foi nationale, le bagage des preuves ».
Il procéda alors à l'analyse de l'État à la française dans ses moindres détails, traduisant, pour reprendre les mots de Bertrand de Jouvenel, l'esprit de la nation française. Son analyse reste d'une grande pertinence pour apprécier l'actualité brûlante. Dans la préface générale du coffret, Charger, décharger l'État, le manifeste de la cargaison, il note à l'été 2022 ceci. À Paris, comme ailleurs en cette Europe de l'Ouest devenue glacis des États-Unis, sous l'œil omniscient de l'OTAN, on pratique la politique comme s'il s'agissait d'un espace virtuel, jusqu'à se glisser hors de toute prudence vers les abords du Caucase. Il ajoute « L'État français est en cale sèche. Le navire-État exige-t-il entretien, réparation, révision de la coque, voire démantèlement ? La question est ouverte et Pierre Legendre se garde de faire des pronostics. Il rappelle néanmoins faire tenir debout un État dans le cadre de notre pays au relief géographique si varié et aux populations attachées à des coutumes originairement si disparates, exigea non seulement la main de fer d'un centre, mais la croyance en cette forme d'unité que nous appelons nation. À l'heure de la mondialisation, synonyme de déferlement de la techno-science-économie auquel nous assistons, quel est l'avenir de la nation ? Et s'il n'y a plus de nation, pourquoi y aurait-il des fonctionnaires ? Ainsi, nous devons garder en tête cette dernière balise. L'enjeu généalogique des peuples demeure un abécédaire dans la confrontation mondiale. L'historial de l'État, un État quel qu'il soit, relève de l'expression spirituelle d'une nation. Une boussole et 3 balises pour aiguiser votre curiosité. Et s'il n'y a plus de nation, pourquoi y aurait-il des fonctionnaires ? Pourquoi l'État ? L'horizon est dégagé. Bon vent. Je vous remercie de votre attention.